Bonjour à tous. Pas beaucoup de vidéos depuis un certain temps sur la chaîne YouTube, mais à caractère exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons été invités dans l'usine TSM de Tsume en Chine et on va pouvoir vous montrer étape par étape la fabrication de votre statue. Alors allez, on y va, let's go. Donc on se retrouve dans l'usine TSM de Tsume avec Cédric. Donc il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici, le cheminement de la fabrication de vos statues, pour que vous puissiez plus voir en détail. Donc Cédric, est-ce que tu peux déjà, pour certains les nouveaux, te représenter, dire ce que tu fais un petit peu et après nous expliquer ce qu'il y a ici. Donc voilà, bonjour à tous, c'est Cédric. Je suis Community Marketing Manager chez Tsume, donc je m'occupe de tout ce qui est autour de la communication et du marketing de vente de nos produits. Et je suis ici aussi pour la première fois en Chine pour découvrir tout ça de l'intérieur. Et donc on va voir un peu étape par étape comment se créent les pièces en commençant par le Master Tool qui est fait donc ici. Comme nous, première fois, voilà. On remercie Tsume pour l'invitation, ça permet de voir un peu comment les choses se passent. Alors explique-nous un petit peu ici, là. Alors ici, en fait, c'est ici que se fait le Master Tool. Donc le master qui va servir de base à tous les moules et à la production. Donc c'est ici qu'il est fixé pour être sûr que tout fonctionne très bien avant d'être décomposé en différents moules pour la prod. Donc là on peut voir celui de Gotenks qui est en train d'être fait. Ouais, on va aller voir. Voilà. Là vous voyez vraiment le travail brut, le master. On voit tous les différents éléments des fantômes qui sont là. On base sur plusieurs produits en simultané ici. Donc là tu as Gotenks, là tu peux voir qu'il y a couleur qui est aussi en cours. Ah, la pièce est incroyable. Couleur, ouais. C'est quelque chose là. Alors et encore là on se rend pas compte peintre et de la transparence qu'il y a sur la cascade, etc. Mais c'est vraiment une pièce très impressionnante. Ouais, donc on a la chance de l'avoir, mais pas encore fini avec la transparence, etc. Mais ça doit être fou. Là, vous avez des fantômes ici de Gotenks, avec Gotenks. C'est ça. Voilà. C'est notre Master Painted prototype qui avait été montré à Luxembourg, qui arrive après ici en Chine, qui sert aussi de référence après pour la peinture. Ouais, voilà. Et pour être un peu copié, quoi. Voilà. Là, on a le Master Paint de Sanji. Donc c'est la précommande qui a eu lieu qui est sortie fin il y a mai. peu de temps. Fin mai. Savoir que là, je ne sais pas quand ça va être diffusé, on est le 11. Ouais, c'est ça, le 11 mai. 11 juin, là. Ah, juin, pardon. Ouais. Et avec donc, le décalage. Voilà, et donc notre prototype est déjà ici pour être travaillé, pour qu'on avance déjà sur la pièce également. Quoi. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une précommande récente et la statue est déjà en train d'être travaillée ici. Donc c'est plutôt bien, ça avance dans le bon sens, en tout cas. Exactement. Donc là, autre endroit de la visite, là où sont faits les moules. Voilà, Cédric, tu peux nous en dire plus? C'est ici que sont faits les moules qui vont donc servir à caster les pièces. Donc les moules, ce sont des moules en silicone de différentes tailles. On peut voir ici les plus gros. Ceux-là, là en fait, tu as une pièce de Goku SSJ. Donc toute la partie transparente. La partie socle. Socle, ouais, qui est en train d'être refaite sur base de ce moule, donc qui est en train d'être fixé. Ça a été coulé, il va être fixé. Et après, on va pouvoir récupérer ce moule silicone pour casser les pièces en résine. Sachant qu'avec un moule, on fait un nombre limité de pièces. En fonction de la complexité. En fonction de la complexité de la taille de la pièce. Qui se détériore petit à petit. Donc on en fait régulièrement des nouveaux pour pouvoir avancer sur la production. Et on rappelle que tout ça est fait à la main. On mettra des rushs. Tout ça est fait à la main. Donc c'est à la main de l'homme. Donc il faut aussi comprendre que des fois, il y a des choses imparfaites. C'est ça. Donc là, on est sur les plus grosses pièces. On a les plus petites qui sont faites là-bas. On voit une assez intéressante. Donc là, c'est les pièces plus petites qui servent de moule pour les pièces plus petites. On peut voir quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si on va encore le voir ou si c'est eux ou s'ils sont en train de le bosser. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'était... Ah, il est plus là.
il n'est plus là. Tout à l'heure, ici, il y avait Tanjiro. On va peut-être revenir, on reviendra peut-être plus tard le voir. Ici se trouvait donc le dragon de Tanjiro en 2 pièces, hein, donc le haut du crâne et le bas de la mâchoire. Qui était, donc les moules étaient faits à partir de là, quoi. Ouais. Donc on avait des pièces qui étaient imprimées pour faire les moules, qui après allaient servir pour la résine transparente, qui est l'étape suivante. Voilà, ça sert d'empreinte, entre guillemets, avec de la résine brute, pour bien qu'il y ait les emboîtements, etc. Et après, vu le coût de la résine transparente, c'est fait en résine transparente quand c'est un moule définitif. Voilà. Quand c'est la partie imprimée. Voilà. Le moule, on n'a pas besoin de résine transparente pour faire un moule, il faut juste que l'empreinte soit identique. Donc on peut avoir de la résine. Dans une pièce qui est un peu à part, parce que c'est ici que sont castés les moules en résine transparente. Ouais, c'est que de la transparence ici. Hein. De la transparence, et comme elle est plus odorante, elle est dans une pièce qui est un peu isolée avec une extraction d'air spécifique. Et donc là, on vient de voir, il vient de sortir un moule. La base du Goku SSJ. Donc en résine transparente qui vient d'être démoulée de... Regardez la qualité de la transparence aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est juste incroyable. Hein. Elle sort comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de bulle, c'est quand même très propre. Nice work. Wait. Voilà, donc nouvelle étape de moule. Cédric va nous expliquer. Les moules qui sont en résine pleine et non pas transparente, hein, donc opaque, qu'ils ont fait ici. Donc on peut voir les socles qui sont faits. Là on avait une partie de Bojack, si je me souviens bien. Ouais. On a la base comme ça en fait de Bojack qui est dans ces moules-ci. Voilà, le socle de la Bojack ici, voilà. Et la base derrière. Ouais, les cheveux qui sont là-bas, qu'on peut voir. Donc tous ces moules-là sont faits dans des moules plus gros pour les parties plus importantes comme les bases, ou plus fins pour les cheveux par exemple. Et sur les cheveux vous avez les blocs qui sont sur les côtés, quoi. Donc la résine est coulée, il y a un accélérateur pour que ça se solidifie, un peu chauffé et après démoulé sur base de ceci. Et la base sort comme ça. Bon, après il y a les finitions. Il y a l'étape suivante qui va être de poncer, de fluidifier le truc pour que ce soit quelque chose de nickel avant que ça parte en peinture. Pour que le projet puisse partir en peinture dans la foulée derrière. C'est ça. Donc là on peut voir les différentes bases de Bojack qui sont faites. C'est Shura ça si je me trompe pas? Non, c'est Bojack aussi ça. Bojack aussi. Et c'est à ce moment-là du moule aussi que tous les aimants et tous les emboîtements sont placés. Oui, c'est vrai, on vous mettra quelque chose pour que vous puissiez voir les aimants, à quelle étape ils sont mis pendant que le moule est fait. Vous pouvez voir les cheveux de Bojack aussi qui sortent de moule avant que ça parte de l'autre côté. Ouais, à la finition. À la finition. On va aller voir tout de suite, vous allez voir le travail des cheveux une fois fini, c'est impeccable. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, mais déjà le résultat que vous voyez là, vraiment déjà ça ressort quelque chose de propre. Mais derrière vous avez la finition et vraiment ça rend un produit vraiment nickel avant la peinture. Bon, on va y aller. Voilà, on se retrouve donc ici à la partie finition. Donc voilà, Cédric, explique-nous un petit peu. Je vois qu'il y a des lampes ultraviolets, je vois qu'il y a... Est-ce que tu peux nous faire un brief là-dessus? En fait, une fois que les pièces sont sorties des moules,
Il y a tout un travail de décrypage et de ponçage qui sont faits dessus pour qu'elle soit affinée et prête à être peinte. Et c'est ici que tout se fait. Vous voyez, il y a tout le matériel qui va avec, tout ce travail qui est fait de ponçage. On peut voir là pour vraiment affiner. Là, on est sur les éclairs de Killua, si je ne me trompe pas, qui sont en train d'être travaillés. Là, on est sur les cheveux de Gohan, Goku SSJ. Ça, ouais. Ils sont en train d'être travaillés également. Okay. Et est-ce que tu peux nous expliquer, une fois que c'est poncé, s'il y a une matière à mettre pour peindre plus facilement? Tu sais, un applicateur, Alors il y a toujours une première couche qui est mise, mais elle est mise en peinture. On verra ça tout à l'heure alors. Donc là, vous voyez que tout ça, toutes les finitions, alors on ne verrait pas le visage des gens évidemment, on verrait que les mains, mais toutes les finitions là sont faites à la main. Donc il se peut que des fois il y ait un petit truc à baver, quelque chose comme ça, que ça soit aussi bien au niveau du sculpte que de la peinture. Donc c'est la main de l'homme, faut pas oublier ça quand même. Voilà. Et ça doit être un travail quand même usant. On a la production justement en résine transparente de Tanjiro. Donc on a le haut du dragon et on a le bas de la mâchoire qui viennent s'emboîter comme ceci. Voilà, et là c'est quand ça sort du moule, voilà, en version propre et prêt à être peint, c'est ça? C'est ça. Voilà, là ici on a la partie peinture, Cédric va vous expliquer un peu plus dans le détail. Voilà, on a changé d'étage, donc là on est passé à la peinture, donc une fois que les pièces sont dégrippées, poncées, etc., ça monte ici, et là on a différentes lignes de peinture en fonction des produits et des éléments qui sont à mettre dessus, quoi. Ça travaille vraiment à la chaîne, entre les linings, le remplissage, etc., qui sont à faire sur les différentes pièces. Vous avez une première partie ici, vous avez encore deux autres pièces qui sont à côté, où il y a différentes chaînes de peinture aussi. On va faire un peu le tour sur ce qui se fait. Là on est sur Tanjiro par exemple, avec une personne là qui fait les linings de la cape, et d'autres personnes après qui vont faire le remplissage, qui est en face, qui est peut-être partie en pause, qui va faire le remplissage des carreaux de la cape. Voilà, donc vous voyez bien que tout ça est fait à la main, donc vraiment voilà, des choses, des parties très fines, voilà, c'est peint à la main, donc effectivement ça peut arriver des fois qu'il y a un trait qui est décalé d'1 millimètre. Donc c'est pas fait, voilà, faut bien insister sur le fait aussi que, voilà, vous voyez, vous avez une personne qui fait plus ou moins les carrés ici, sur la cape en parlant grossièrement, et derrière la dame remplit les carrés en noir. Voilà, chacun a son travail, ça avance assez bien d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de cette partie par exemple? Est-ce que les gens, c'est par quoi? C'est par ligne de licence? Comment ça fonctionne? Ça dépend un peu de l'actualité qui est en cours. Ben, effectivement là, on essaie de garder une même licence sur une même ligne pour qu'il y ait quand même une unité à ce niveau-là, ou du moins que les pièces soient faites par les mêmes personnes pour qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble de la pièce. Une certaine uniformité, parce que là on voit que les deux là c'est du Demon Slayer. C'est ça, les deux là c'est du Demon Slayer. Après on passe sur du Killua plus loin. Il y a du Jiraiya si je ne me trompe pas aussi, encore un peu plus loin. Donc effectivement il y a plusieurs lignes comme ça. Également là-bas je pense que c'est du Gohan si je ne me trompe pas. Mais donc ça tombe, on peut faire le tour, comme ça vous allez voir un peu tout ce qui se fait. Ah, donc là on rentre dans une autre ligne de peinture. Voilà. Est-ce que c'est les têtes de Killua qui sont en attente d'être peintes. Et le fait que ça soit séparé, cette pièce de l'autre, il y a un rapport ou aucun? Non, ou c'est juste une autre pièce? C'est l'avancement du bâtiment. Okay. C'est l'avancement du bâtiment qui était comme ça, donc on a
Je disais simplement le bâtiment, les murs étaient déjà posés, quoi. Voilà. Faut savoir ici aussi qu'il fait très chaud, vraiment. Vous vous rendez pas compte, mais il doit faire... Pour vous dire, moi, ce matin, j'étais debout à 6h, il faisait 30 degrés. Voilà. Hier soir, on s'est couché, il faisait 29 et ça n'a pas descendu en dessous de 28 cette nuit. Donc les gens, il y a quand même de l'air ici. Là, vous voyez, il y a de l'air, mais c'est pas facile pour les gens quand même. Donc vous voyez, pour travailler, alors ils travaillent dans de bonnes conditions, mais vous voyez que la chaleur et tout, c'est quand même lourd, quoi. Donc là, Cédric nous disait qu'on avait un travail sur le visage de Jiraya, la Ikigai. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez le travail qui est en train d'être fait dessus. De détails sur tous les éléments du visage, que ce soit le contour des yeux, ces marques de mode sénile, justement. Tout c'est fait à la main. Voilà, donc on peut voir que c'est tellement précis en termes de détails qu'ils sont obligés, je pense, de le faire par l'homme. Par la machine, ça ne marcherait pas. Il y a des parties qui peuvent être faites par la machine, mais c'est pas toujours évident de bien les placer. Donc il y a une partie aussi qui est faite par l'homme, fatalement. C'est un mix des deux. On va aller voir après les tampons justement de machine. Voilà, on va voir comment les yeux sont posés, les détails sur les personnages. De précision aussi sur les chaussures de Killua ici, qui sont en train d'être faites. Chaussures et pantalons de Killua sont en train d'être travaillés. Très joli en blanc comme ça et avec le côté bleu comme ça. Voilà, donc là, nouvel endroit où là, c'est là où sont tamponnés les détails, les yeux, les éclairs par exemple sur les visages, sur les pierres, les écritures, un peu comme ça. Oui, tout ce qui nécessite des tampons qu'on ne peut pas faire à la main. Donc tout à l'heure, on le verra sur les rushs, j'imagine, on avait des éclairs de Killua, des petits effets qu'il y a dessus. Donc en fait, chaque étape comporte différentes parties. Donc là par exemple, on a des sourcils, des petits points, des effets de nouveau, des traces sous le visage, etc. Et là-bas, les deux derniers, on était sur les éclairs de Killua. Là, vous avez les éclairs, en fait, où c'est le... Ça va venir tamponner, donc ça va... On va avoir un premier passage. Vous voyez que c'est gravé. L'effet est gravé. On va avoir un premier passage qui va venir mettre la peinture dessus. Ça va racler pour que uniquement la partie gravée soit peinte. Le tampon va venir s'abaisser, va venir se poser sur l'élément. On peut voir ici. Sur cette partie-là. En blanc et en bleu, on peut avoir donc les effets qui sont placés sur l'éclair de Killua. Je ne sais pas si tu viens ici, tu fais le tour, tu pourras peut-être l'avoir dessus. Donc c'est aussi un travail de précision, autant sur la création des effets, des éclairs, que après sur le fait de poser. Donc la machine, après, une fois qu'elle est calibrée, ça va venir faire les différentes étapes automatiquement. Donc ici on arrive dans la partie 3D, impression 3D. Voilà. Donc on a aussi tout un parc d'imprimantes qui est présent ici dans l'usine. Quand on envoie le master tool, on envoie le fichier, il est imprimé ici en amont de l'envoi du prototype, ce qui permet d'avancer assez rapidement. Là par exemple, à la date d'aujourd'hui, la précommande n'est pas encore en cours, mais voilà. Vous avez le master de Bito qui est validé, qui est déjà imprimé ici et qui est en train d'être fixé pour que les mules puissent être faits. Voilà, donc quand la vidéo sera postée, elle sera déjà sortie en précommande, mais nous on a pu la voir avant et on a pu voir aussi
la vidéo de présentation ça va être quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, pour les fans, vraiment, vous allez adorer. Alors, c'est imprimé ici, ça ne veut pas dire que ça va être produit ici. Hobbiton est sur une Ultra HQS, donc ça partira sans doute dans une usine externe. Néanmoins, avoir ce prototype, ce Master Tool fixé ici, nous permet d'aller avoir des cotations ou autres, etc. et de pouvoir déjà bien travailler sur tout ça avec les usines externes. Et donc ça veut dire qu'au Luxembourg, elle est déjà finie celle-ci. À Luxembourg, elle est finie. À Luxembourg, voilà, si tu as pu voir les médias, donc c'est que c'est fait. Donc voilà, vous allez avoir ça très bientôt en précommande. Donc vous voyez... Bon, ça sera diffusé, à mon avis, la précommande sera déjà passée. Parce qu'on sait, alors là, on a dit qu'on était le 11 juin. Le 11, je pense que fin juin, elle est en préco, celle-là. Donc je ne sais pas si la vidéo sera déjà en ligne. On essaiera de faire en sorte... voilà. Sauf si elle n'est pas encore en préco, ça ne sera pas diffusé. Oui, voilà. Donc si jamais, ça sera coupé au montage. Voilà, donc, oui, ou alors attends 3 jours plus tard, après la préco, tu peux le montrer, quoi. Voilà, et est-ce que tu peux nous expliquer par rapport aux machines 3D? Moi, je me pose des questions. J'imagine que c'est plusieurs tailles différentes pour sortir des pièces plus ou moins grandes. Voilà, en fait, il y a différentes tailles de machines. On a celles-ci qui sont plus petites pour sortir les pièces plus petites, fatalement. Différentes tailles, hein. Donc tu as les Anycubic là, tu en as un peu plus grandes, et tu as les Formlab qui sont là-bas, qui sont elles plus massives pour sortir des pièces plus importantes. Voilà, et là... Ouais. C'est vrai qu'on a aussi les têtes qui sont réimprimées ici pour pouvoir avoir une belle précision sur les têtes en résine avec les moules. C'est pas toujours évident, donc on réimprime parfois aussi les têtes. Là, vous avez les têtes d'Isoka qui sont imprimées ici en interne pour avoir vraiment une finesse qui est parfois compliquée à avoir sur des moules au niveau des têtes. Voilà, et là, vous voyez le résultat brut. Donc quand ça sort d'imprimante, donc bien sûr il y a les finitions, il y a des choses à enlever, mais le visage il est quand même propre. C'est des beaux résultats aujourd'hui quand même. Oui, on a une qualité d'impression. Alors vous voyez les prototypes qu'on a chez Tsume, c'est que les mêmes types d'imprimantes qu'il y a ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le fait de se mettre à la page niveau matériel, ça améliore la sortie, le travail derrière, c'est un gain de temps quand même? Par rapport à avant, quand toi t'es arrivé au début... De toute façon, le matériel évolue, les technologies évoluent et on se doit d'évoluer avec elles et de rester à la pointe de ce qui est proposé. Et ça, on travaille très bien avec nos partenaires avec qui on a le parc d'imprimantes, qui dès qu'il y a des nouveautés, nous mettent au courant. Il y a peut-être des formations chez vous en interne. Il y a des formations et des fois on sert même un peu de bêta-testeur, entre guillemets. On a la priorité sur certaines technologies pour justement les tester, avoir les rendus. Donc c'est vrai que ça nous aide énormément aussi à ce niveau-là. Et dans tous les cas, je dirais que oui, tout ça évolue et ça nous permet de pousser plus loin. Mais on a aussi un travail en interne sur les prototypes et ici humain qui est hyper important aussi pour aller toujours plus loin aussi dans la précision, quoi. On va rajouter une touche. En fait, la machine ne peut jamais remplacer le sentiment, je dirais, que l'humain peut donner. L'histoire que tu as envie de donner à la statue. Que l'humain peut apporter via sa touche personnelle dans les pièces, quoi. Et ça, c'est très important d'avoir d'autres équipes de prépa à Luxembourg, que ce soit découpe, peinture, préparation des pièces humaines qui vient apporter sa touche. Oui, parce que là, vraiment, on voit vraiment le travail, ce que vous voyez, c'est vraiment le travail d'usine, mais il y a un gros travail en amont qui est fait au Luxembourg, parce que les pièces sont assemblées, conceptionnées au Luxembourg, c'est pour ça qu'il y a marqué sur vos précos Made in Luxembourg. Voilà, ici, c'est qu'un transfert de ce qui a été fait au Luxembourg pour être fait à plus grande échelle. Donc il y a un gros travail avant, il y a un énorme travail ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a combien de personnes à peu près? Et on a un peu plus de 100 personnes ici à l'usine. Voilà, donc 100 personnes, donc vous comprenez à la fin que la statue, ça peut avoir un coût. Donc par rapport aujourd'hui à nous, ce qu'on voit, ce qu'on va vous présenter, ce qu'on va vous montrer, et le prix en sortie, et toutes les autres étapes, on reste quand même correct. On essaye, de toute façon... Puis il faut te payer aussi. Ouais, moi j'ai un salaire, mais tu ne seras pas de ministre. Ouais, ça dépend de ministre de quel pays, quoi, tu vois. Non, on va pas se plaindre, mais enfin, de toute façon, nous on est là pour transmettre des émotions à travers nos statuts, mais ça reste un métier. Oui, bien sûr, il faut que ça soit quand même. Voilà, j'aime pas trop parler d'argent, mais il faut que ce soit rentable. Bien sûr, il faut que ça soit lucratif. Tu n'es pas une association, tu fais pas du bénévolat. Hein. Non, voilà, personne.
Là, on est sur une ligne de produits finis, on peut dire. Voilà, sur Shura. Tout ce que vous avez vu en bas est ensuite assemblé ici pour test contrôle qualité et ensuite packagé. Donc là, on a des lignes de Shura. Donc vous allez avoir pas mal de lignes, que ce soit ici devant moi ou derrière. Hein. On a aussi qui sont faites là-bas. Sur Shura, donc, vous pouvez voir ici un Shura quasi entièrement monté. Il manque juste le bras. Et tout le reste qui est vraiment en cours de check. J'imagine que là, s'ils sont démontés, c'est qu'ils ont déjà été checkés, donc ils vont pas tarder à être emballés. Ouais, donc là, vous voyez, vous avez quand même une ligne elle est quasiment finie, donc celle-là, et vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, il y a quand même une dizaine de pièces, donc il y a quand même de la place pour travailler, comparé avant où vous étiez un peu, quand vous n'étiez pas dans votre usine, où c'était un peu plus moins espacé. Disons que là, l'usine ici, cette nouvelle usine, ils ont déménagé après le Nouvel An chinois, donc depuis début avril, ils sont dans l'usine. Celle dans laquelle on était avant était plus petite, donc il y avait moins de tables, moins de lignes de prod, que ce soit en peinture, soit ici en QC et en assemblage. Donc du coup, c'était moins évident de travailler, on pouvait moins bouger, on se cognait un peu. Là, on a toute l'attitude à se déplacer aisément et à pouvoir travailler dans d'excellentes conditions, quoi. Donc c'est aussi c'est un luxe, on peut dire un peu quand même. Je dirais que c'est un cadre de travail plus agréable qui permet aussi d'accélérer la productivité, quoi. Ouais. Et de faire du bon travail en sortie, comme vous pouvez voir là, avec le Chevalier du Capricorne. Donc là, vous avez toute la partie peinte de cet effet de feu, hein, qui est donc le mélange de l'air, du feu et de l'huile pour l'attaque de Jiraiya, qui va ensuite être posé sur la base, comme vous allez voir là-bas. Et voilà, donc en fait, on est juste cette partie-là, et elle collée dans la partie noire du socle. C'est ça, en fait, une fois que c'est peint à l'étage en dessous et que la peinture est sèche, tout ça est mis sur ces racks. Ça revient à l'étage suivant via l'élévateur et ça arrive sur rack à roulette pour être ensuite dispatché, quoi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les gens travaillent ici à la chaîne. Ils sont pas énormément, ils sont 1, 2 par table, vous voyez. Donc il y a des pièces un peu partout, donc ça avance plutôt bien. Et vous voyez, le côté cliché, les Chinois, ils travaillent beaucoup, machin, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont de l'air, ils ont de l'eau. Donc voilà, sauf que chez eux, voilà, c'est comme ça, ils vont travailler 10 heures dans la journée. Moi, je le fais aussi dans mon métier. Donc voilà, vous comprenez un petit peu comment ça marche aussi le fonctionnement du travail ici. Ici, on est donc sur une ligne, on avait vu Shura précédemment, là on est sur la Ikigai de Jiraiya. C'est ça. Donc je pense que sur certaines, il manque encore les têtes qui sont en train d'être faites en bas. Donc vous pouvez voir toutes les lignes qui sont en train d'être assemblées petit à petit. Donc il y a énormément de pièces qui sont quand même en cours. Tout ce qui est derrière aussi, hein, dans les racks, c'est du Jiraiya. Donc ça avance très très bien aussi pour cette pièce-là, quoi. Voilà, donc vous voyez, il y a des pièces où il n'y a pas encore la tête, c'est de différentes étapes. Il y a des pièces où il y a les têtes, mais il n'y a pas encore la partie qui va dessus. Il y a des pièces où il y a les grenouilles ou les crapauds, où il n'y a pas ce. Donc c'est vraiment des étapes différentes. Mais voilà, vous avez la pièce qui est vraiment à peu près complète ici, et après vous avez le restant là-bas. Donc dès qu'il y a une vague de pièces qui sont prêtes, l'usine nous envoie sur des photos, donc il y a un QC interne usine, et après ils nous envoient les photos pour que nous valide aussi. Et voilà, ici, quand on était sur place, ils ont profité qu'on soit là pour le faire. Donc vous avez toute une vague de Gohan, de futur Gohan qui est là. Vous avez la prochaine vague d'Hisoka qui est là. Des samples de Tanjiro et de Killua. Donc vous avez... Donc là, la tête est retirée, pourquoi ? Parce qu'on a trouvé qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait refaire. Donc quand c'est retiré ou quand il y a un petit scratch comme ça, c'est qu'il y a des retours à faire de notre côté. Voilà, mais ça, que les gens comprennent bien, c'est en fait quand vous n'êtes pas en Chine, c'est
des photos de ces pièces-là qu'ils vous envoient et vous les validez Voilà. ou pas. Voilà, on fait les retours dessus et après nous les envoie en physique aussi. Pour les premiers samples comme ça, on les reçoit en physique. Pour des prods en cours comme Isoka ou Gohan, on ne reçoit pas en physique, on valide et ensuite la prod arrive. Ce que vous voyez là sur la pièce là, sur le visage de Tanjiro, moi, de mon œil à moi, il n'y a pas grand chose à redire. Mais vous voyez, il y a tellement de petits détails, chaque détail compte, que des fois pour un truc, il faut refaire quoi. Voilà, alors là je veux dire c'est la prod qui s'en occupe, moi pareil, je vois pas ce qui va pas dessus. mais forcément un truc. Mais, notre équipe prod QC a un œil que je n'ai peut-être pas à ce niveau-là et ça vous regardez directement. Et en fait, il y en a plusieurs exemplaires pour qu'on puisse voir sur plusieurs exemplaires comme un test pour voir si... Voilà, on fait ça sur un panel de pièces et pas que sur une ou deux. Voilà, on se rend compte un peu de la prod qui a été faite. Une dizaine, une quinzaine de pièces, c'est ça, c'est un pourcentage de la prod. C'est un pourcentage de la salle qui vient d'être faite, qui nous est montré. Et derrière, une fois que c'est validé, ça part quoi. Voilà, ça part. Chez vous. Il y en a une Cura au Master aussi, je vais montrer. Voilà, là donc c'est... Les samples prod du Cura, donc c'est les samples qui sont faits avant la production finale. Donc une fois que nous on a validé ceux-ci, c'est la mass prod qui commence. Donc effectivement on peut voir qu'il y a des petits retours qui ont été faits à ce niveau-là par notre équipe qui est passée par là juste avant. Donc il y a des petites retouches qui vont être faites et je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et après ça pourra partir. Donc il y aura une préco de mars. Là vous voyez on est début juin. Les samples vont être validés, donc ça va encore arriver assez rapidement. Bientôt on va mettre plus de temps en transport qu'en prod si ça continue. Ah ouais, c'est pas mal. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous enlevez par exemple une pièce sur une statue, parce que vous avez un panel d'une dizaine de statues, par exemple il y en a une, vous allez enlever un bras parce que ça va pas, vous allez enlever une tête ou un truc comme ça, et en fait en réunissant tout, pour tout que ce soit parfait en fait, que tout soit propre. Par exemple tu vois là il y a un bras, là il y a une tête. Ça veut dire peut-être qu'ils peuvent voir ici qu'il faut refaire un truc là. Oui, peut-être que la tête a été posée parce qu'il y a quelque chose à refaire dessus. Là, j'avoue que c'est pas moi qui m'en occupe, donc je ne sais pas dire pourquoi telle ou telle chose ont été marquées. On pourra poser la question après au reste de l'équipe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, en tout cas, voilà, le process est que on a ces samples. Habituellement, on nous les envoie, les samples prod. On reçoit 3 pièces chez Tsume, sur lesquelles on fait test de casse, etc. Ici, comme on est sur place, on va tout faire sur place. Et là, on est là 15 jours. On a fait les retours aujourd'hui. D'ici 3 ou 4 jours, on aura les nouvelles versions avant de montrer. On pourrait être hyper réactif dessus. Ouais, ça va très vite. Le fait que vous venez ici, quand même, ça... Parce que là, si je comprends bien, ça, vous avez des photos de ça, vous, au Luxembourg, et vous les validez plus ou moins sur photo. Alors, les samples prod, on en reçoit 3 exemplaires au Luxembourg. Ok. Donc oui, mais c'est vrai que ça fait gagner du temps quand il y a quelqu'un ici qui valide. Complètement, voilà. Complètement. Ça nous fait gagner une semaine ou deux. Le temps du transport déjà des pièces à Luxembourg. En fait, imaginez que nous on les voit aujourd'hui. Imaginez qu'ils les auraient envoyés à Luxembourg aujourd'hui. Ça veut dire qu'on les aurait reçus début semaine prochaine, milieu de semaine prochaine à Luxembourg. On les déballe, on fait les tests de casse, on fait les retours. Le temps qu'on fasse ça, en fait, ici on aura déjà tout fait. Le temps qu'on les reçoive à Luxembourg, en fait, ici, tout sera déjà fait fixé, quoi. Ouais, puis tout va très vite ici. Hein. Voilà, c'est ça. Let's go. Alors là, on est à la partie assemblage, packaging. Donc une fois que les pièces sont peintes, elles montent à cet étage. Elles sont ensuite assemblées pour voir et checker pour voir que si tous les emboîtements sont bons, si la station globalité est bonne. Le QC est fait ici avant d'être packagé dans les polyfoams que vous avez là et les hardbox que vous avez ici et les brown box qui sont là-bas. Ah, voilà. Les surcartons et les cartons de base, ainsi que voilà, la mise en place dans les polyfoams pour, j'imagine, faire des tests de casse après. Bien sûr, les tests de casse sont faits ici également.
toujours chez Tsume dans le coin QC sample, donc les statues qui doivent être validées pour après être reproduites et aller en carton en version définitive. Donc toutes les pièces que vous voyez ici, c'est ce qu'on vous a montré hier, mais chaque pièce avait des choses à rectifier. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ça a déjà été fait depuis hier. Donc il s'est passé un jour depuis la vidéo que vous allez voir, mais les choses ont déjà été modifiées, vues, traitées et modifiées. Donc ça va assez vite ici en vrai. Voilà, toujours dans les ateliers de Tsume, au niveau de la peinture. Donc là, vous pouvez voir que comparé à avant, il y a des progrès qui ont été faits au niveau des cheveux. Vous voyez, on n'a plus les démarcations comme on avait pu avoir à l'époque sur Goku. Donc il y a quand même énormément de choses qui sont améliorées depuis le temps. Donc là, bon, évidemment, c'est une pièce où il y a du lining, où ce n'est pas encore peint. Mais c'est juste pour vous montrer la démarcation. Et là, vous pouvez voir ici qu'il y a une pièce qui est normalement terminée. Donc on n'a pas cette démarcation. Vous voyez, la qualité est quand même assez propre. Voilà, même très bien pour le coup. Nouvelle étape aujourd'hui dans l'usine Tsume avec Cédric qui va nous expliquer la mise en carton de la nouvelle Bijutsu DBZ. Alors les problématiques qu'il peut y avoir. Là c'est l'exemple concret, donc il va nous expliquer tout ça. Ouais, voilà. Alors, tout d'abord, Anthony, comment était le curry? Très bien, merci. Je savais que ça allait dériver là-dessus. Donc, c'est une private joke. Il vous expliquera s'il en a envie. Ouais, t'allais te dire quand même. Non. Donc, alors sur couleur, on a une particularité, c'est que c'est une bijutsu un peu plus massive qu'accoutumée. Outre le fait que le personnage est gigantesque, il y a cette cascade qui vient derrière, qui prend énormément de place malgré tout aussi en packaging. Du coup, ça nous est impossible de le packager en une seule boîte de taille bijutsu, comme vous avez pu le voir dans le passé. Donc là, en fait, on fait des tests un peu de comment pouvoir aménager le tout. Et donc il y aura deux boîtes pour couleur, une format bijutsu standard, comme vous avez l'habitude de recevoir, une autre dont la taille est en train d'être définie, qui se rapprochera quand même de la taille bijutsu, tout en étant sans doute un petit peu moins épaisse. Donc nous, c'est quelque chose qui est important d'analyser aussi, pour définir le prix de vente de la figurine, les coûts que ça va engendrer, parce que fatalement, une boîte et demie plutôt qu'une. Les répercussions au niveau tarif, voilà. Mais voilà, au niveau des frais de transport entre l'usine et chez nous, on va mettre beaucoup moins de pièces dans le même conteneur, etc. Donc c'est des choses qu'on doit analyser avant la précommande pour mettre le prix juste qui est à ce niveau-là, quoi. Donc là, vous pouvez voir qu'on est parti sur le polyfoam de Bojack. Donc Bojack, quand vous le recevrez, vous verrez que c'est un polyfoam standard bijutsu, mais sur 3 étages. Donc là, on a les 3 étages de Bojack, en fait. On voit qu'on a pu mettre le corps de couleur, la queue sur le premier, la base, les effets, la tête sur le second. Et donc, ce qui viendra sans doute dans le troisième, ce sera la cascade, l'effet et les bras, les mains, ainsi que quelques petits effets qui viennent se mettre à l'arrière au niveau de l'eau. Et là, du coup, pour cette boîte-là, c'est la première fois qu'il y a 3 étages. C'est à partir de Bojack qu'on aura une... Un Bojack, qui est déjà assez volumineux aussi, avec une grande volume de cheveux, etc., nécessite 3 étages. Donc le format restera identique, simplement il y aura 3 étages de pièces. Perso plus grand, plus de décors, etc. Donc, voilà. Et ici sur couleur, effectivement, il y aura donc 2 boîtes. Comme vous voyez la taille, faut se tromper quand même. J'ai mon bras à côté, mon avant-bras. C'est 2 fois mon avant-bras, quoi. La cascade en hauteur. Donc effectivement, ça nécessite... On a essayé de le mettre sur 3 étages, mais c'est impossible, donc ça nécessite une deuxième boîte. Voilà. Donc vous voyez, tout ça au niveau tarif, ils essaient vraiment de trouver la meilleure solution pour que les statues ne dépassent pas un certain prix. Donc là, bon, elle a un prix qui est défini, on va pas le dire à la caméra, mais voilà, si ça passe pas, ils doivent trouver la meilleure solution avec le polyfoam pour que le prix reste le même, pour pas essayer d'augmenter malgré eux, parce qu'en fait c'est pas le principe d'augmenter, c'est que toujours trouver le juste milieu, quoi, aussi, hein, on va pas mettre un prix qui fera qu'elle ne se vend pas non plus. Vous avez toujours de trouver le juste milieu pour absorber tous les coûts. Et parce qu'on rappelle que ça reste quand même une entreprise, il faut que ça fasse de la rentabilité. Bien sûr. Après voilà, là on essaie de faire au mieux, tout en sachant aussi que dans les transports,
il y a une taille de colis qui est maximale, en fait, qui est de 330 cm, 350, ça dépend des transporteurs. C'est le périmètre. Le périmètre. Donc c'est 2 fois la longueur, plus la largeur, plus la hauteur. Ne doit pas dépasser, en fonction des transporteurs, entre 300 et 350 cm. Au-delà, il y a des coûts de colis hors format qui sont appliqués. Donc nous, on essaie de rester aussi dans ces... Ah oui, l'or gabarit que vous aviez eu pour Vegeta par exemple. Voilà. Et du coup aussi, pour dire que forcément, en termes aussi, c'est en termes de temps que ça va jouer. Parce que si forcément tu dois mettre plus de cartons, ça veut dire moins dans les containers, et du coup plusieurs livraisons. Donc peut-être une livraison un peu plus étalée dans le temps. Ben voilà, disons que si on se dit couleur en une boîte, ça fait 3 conteneurs, ça fait 3 vagues de livraison. Bah, couleur en 2 boîtes, ça fera peut-être 4,5, tu vois, avec un conteneur mixte en livraison, quoi. Donc voilà, c'est des choses dont il faut tenir compte aussi quand on va donner les tranches de livraison, par exemple. Bon, bonjour à tous, bien rentré de Chine, comme vous pouvez le voir, on a un temps magnifique, on a de la chance. Donc voilà, je voulais remercier toute l'équipe Tsume de nous avoir invités, et principalement ceux qui étaient sur place, Simon, Cédric, Pauline et Greg. Merci de l'accueil, merci pour tout. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, et on espère refaire ça rapidement si ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde, bye.